économie. Or, je le dis, la majorité des emplois qui se créent dans ces pays-là, c'est des informels. Donc ça, il faut absolument arriver à créer des vrais emplois, avec des salaires, avec une sécurité sociale, etc. Et donc, la politique que Chavez essaye de mettre en route maintenant, c'est une politique qui, pour mettre fin à la dépendance et créer une vraie économie, est en fait créer une forme d'économie mixte. Il y a PDVSA qui est nationalisé, il y a certaines firmes qui ont été nationalisées aussi. L'électricité, parce qu'évidemment, elle avait été vendue aux États-Unis, qui ne développaient que ce qui l'intéressait, mais du coup, il y avait des régions pauvres où les entreprises n'avaient pas d'électricité, donc c'était un grand problème pour un développement équilibré. On a aussi nationalisé la téléphonie mobile, parce qu'elle avait été privatisée, les tarifs avaient explosé, et puis si les États-Unis contrôlent la téléphonie du Venezuela, en cas de guerre ou de complot, c'est quand même un grand problème. On a nationalisé le ciment, Techin, Telefrance et Lafarge, parce qu'il y avait un grand problème aussi. J'ai écrit dans quel taux les Vénézuéliens devaient vivre, et Chavez faisait des... J'ai assisté à ça. Chavez dit on va construire des logements. Bien. Et j'ai assisté à une émission de télé en direct où il répondait aux questions de la population. Et il y a une dame qui dit vous êtes venu il y a un an, vous nous avez promis des logements, ils ne sont toujours pas là. Il va tirer un peu la tête. On ne connaît pas évidemment les détails de la situation dans tous les pays. Il dit je vais interroger le ministre. Et en fait, la cause du problème, il y a plusieurs causes, mais une cause principale, c'est que les cimentiers sont des multinationales étrangères, dont Lafarge, qui exploitent d'ailleurs de façon dégueulasse en détruisant la santé de leurs travailleurs. Mais le problème surtout ici, c'est que le ciment est exporté parce que ça rapporte plus. Donc il y a des millions de gens qui attendent un logement, mais le ciment il part ailleurs parce que ça rapporte plus à Lafarge. Hop, nationalisé. Ils ont aussi nationalisé une banque qui s'appelle Santander parce qu'ils ont évidemment besoin de pouvoir contrôler le crédit et faire en sorte que le crédit ne serve pas à de la spéculation, à des opérations pour l'étranger, mais serve vraiment les besoins de développement de l'économie. Voilà. Ces mesures économiques ont connu un grand succès, à savoir que le Venezuela, dans la période quand il a vraiment réussi à trouver la maîtrise de son économie, a connu une croissance de 11% entre 2004 et 2007. C'est un taux record en Amérique latine, 11%. Le salaire minimum a grimpé à 208 $, c'est le numéro 1 en Amérique latine. Le nombre des pauvres, après les statistiques officielles de l'ONU, a chuté de 50% dans ces années-là à 33%. L'espérance de vie a grimpé, les conditions de santé ont grimpé, et le niveau de vie en général. Parce que d'une part, le salaire en poche est plus important, et en plus, si vous ne devez plus payer pour l'éducation et pour les soins de santé, ben là, vous pouvez évidemment avoir un pouvoir d'achat beaucoup plus valable. Il reste qu'il y a énormément de problèmes. Par exemple, on a développé dans cette économie mixte, on a développé les coopératives pour créer de l'emploi, pour offrir une solution aux informels et tout ça. Il y a des coopératives qui marchent, il y en a beaucoup qui ne marchent pas pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il y a des petits capitalistes qui ont déguisé leur boîte en coopérative pour ne pas payer de taxes, donc c'est de l'escroquerie pure et simple. D'autres parce qu'il y a un manque de responsabilité ou un manque de formation, ou alors parfois des autres erreurs. On trouve qu'il y a un égalitarisme, tout le monde a le même salaire. Alors les gens très qualifiés disent bon, je vais gagner plus ailleurs. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Et globalement, les coopératives ne sont pas encore passées à une phase de grand succès. Mais c'est une expérience, c'est un laboratoire, et je pense que c'est très important de laisser le temps, justement, de trouver des solutions pour créer une économie valable qui puisse nourrir son peuple et qui puisse sortir ce pays du sous-développement. Un point important à signaler dans la question de l'économie, c'est qu'il y a des critiques gauchistes contre Chavez, mon avis gauchiste contre Chavez, en Amérique latine, mais surtout en Europe, dans certaines tendances ultra-gauche, on va dire, où on dit, voilà, Chavez, il est beaucoup trop mou, il est trop lent, il devrait exproprier tous les capitalistes, il faut donner le pouvoir à la classe ouvrière, etc. Sur le papier, tout ça est très bien. Mais en réalité, il faut voir que la situation de l'Amérique latine, comme je l'ai dit, c'est un continent dans la dépendance. Les décisions ne se prennent pas en Amérique latine, mais à Wall Street ou à Bruxelles. La première étape, si on veut faire avancer les pays d'Amérique latine, et je pense en Afrique c'est pareil, la première étape, je pense, d'une révolution, c'est de ce que je dirais une révolution de libération nationale. Il faut arriver à libérer l'économie, à créer une autonomie avec une économie avec une souveraineté, à créer aussi une véritable démocratie, parce qu'il y avait une fausse démocratie avant complètement manipulée, et ça, on peut en dire deux mots tout à l'heure,
Et donc, à mon avis, c'est une première étape. La situation est différente de ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis. On n'est pas au même point pour débloquer l'économie et la vie sociale. Donc, je pense que c'est gauchiste de dire que Chavez ne va pas assez vite. En plus, il ne peut pas se couper de ses alliés latino-américains. La situation au Brésil, en Argentine, dans d'autres pays est moins avancée. Il y a des dirigeants beaucoup moins révolutionnaires que lui. Et si on veut résister aux États-Unis, qui ont des projets pour envahir le Venezuela, par exemple à travers une guerre via la Colombie qui servirait de prétexte, ou de tuer Chavez, ou d'arriver à refaire un coup d'État, le Venezuela doit absolument rester uni avec la majorité des pays d'Amérique latine, qui ont viré à gauche ou au centre-gauche, mais c'est quand même beaucoup mieux, et donc il doit aller pas trop vite pour ne pas se couper de ses alliés et offrir un front de résistance aux États-Unis. Je ne vais pas traiter maintenant, mais si vous avez des questions, c'est évidemment des thèmes qui sont beaucoup analysés dans le livre. Je ne vais pas traiter maintenant le problème de la démocratie et de la création de ce qu'ils appellent une démocratie participative, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas traiter non plus la question des médias, les médias là-bas, la question de la télévision soi-disant fermée et la question des médias ici, comment ils couvrent Chavez. Il y a beaucoup à dire, mais si vous avez des questions, j'y répondrai dans le débat. Je vais juste dire deux mots sur un dernier péché de Chavez, qui est unir l'Amérique latine. C'est une dimension importante, je viens de le dire. Le Venezuela ni aucun pays ne pourra se sauver seul face aux États-Unis. Donc il faut absolument unir l'Amérique latine. Il y a eu, avant Chavez déjà, des tentatives de créer des marchés communs qui fonctionnent plus ou moins bien, et en général, malheureusement, les gros écrasent les petits, et les gros, comme le Brésil, qui a quand même un certain niveau, n'aident pas du tout des pays comme la Bolivie et d'autres à sortir de leur pauvreté. Et donc là, Chavez a impulsé avec Cuba, la Bolivie, le Nicaragua, une autre forme d'alliance économique, une autre forme d'accord de coopération qui s'appelle l'ALBA. Et l'ALBA, c'est l'idée que les pays vont collaborer en se faisant mutuellement profiter de leurs points forts. Par exemple, le Venezuela n'avait pas de médecins, Cuba en a, bien Cuba envoie ses médecins, Cuba n'a pas de pétrole. Il y a donc un deal du pétrole contre les médecins. Et Chavez, d'ailleurs, échange son pétrole et a pris d'amis avec toute une série de pays latino-américains ou de pays des Caraïbes. Le fait de pratiquer le troc est intéressant par rapport à la corruption et au détournement d'argent. Et puis, il y a tout un esprit aussi que le pétrole ou les autres ressources servent à développer les dimensions sociales et les besoins sociaux des gens. Par exemple, on fournit des usines d'électricité à Haïti, on aide le Nicaragua, etc., à résoudre des problèmes dramatiques de la vie des gens. Donc, je vais dire, c'est vraiment un accord économique assez différent de ceux auxquels on est habitué, qui est vraiment un accord économique et social, vraiment. Pas d'ordre social, mais il y a une base sociale, et ça commence à fonctionner, c'est très important. Bien sûr, il y a des contradictions. Le Brésil est beaucoup plus dans une logique néolibérale et dans une logique d'utiliser l'Amérique latine pour négocier en position de force par rapport aux États-Unis. Mais il y a quand même une chose positive à signaler dans les relations. Souvent, on oppose Chavez à Lula, et bien sûr, Lula n'est pas Chavez, ça c'est clair. Mais il y a un point positif, c'est qu'ils sont quand même en bonne alliance par rapport aux États-Unis. Et on a vu les fruits de cette alliance lorsque il y a eu une tentative de coup d'État en Bolivie. Je me trouvais à ce moment-là, j'avais été invité pour discuter une rencontre internationale, et l'opposition bolivienne, préparait un coup d'État séparatiste. Il y a eu après même des projets pour assassiner Evo. Et donc ce coup d'État était bien entendu préparé avec la CIA, et la situation était assez dramatique à un moment donné. Il s'est passé quelque chose de très important. C'est que les pays latino-américains ont créé une nouvelle organisation qui s'appelle UNASUR. Et c'est elle qui est intervenue dans ces conditions, pas l'organisation des États américains dont les États-Unis font partie et qu'ils contrôlent, mais UNASUR, dont ils ne font pas partie. Et au moment où il y a eu cette menace de coup d'État, UNASUR, tous les pays d'Amérique latine ont dit candidat putschiste, vous ne serez jamais reconnu. Comme la Bolivie est un pays sans accès à la mer, il se préparait des temps assez difficiles. Donc, ça a beaucoup aidé à casser la tentative de coup d'État. Et en plus, le Brésil, justement, pousse à ce que cette UNASUR, cette sorte d'union de l'Amérique latine, se donne aussi une dimension militaire. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure, les idées des États-Unis d'internationaliser l'Amazonie. Ils ont des bases militaires là,
dont d'ailleurs Lula a refusé le renouvellement, le président coréen en Équateur aussi. Donc ils ont des bases militaires dans tout le continent, pour faire ce que vous devinez. Et donc le Brésil pousse à ce qu'il y ait une alliance militaire latino-américaine. Le Venezuela évidemment est très d'accord, Colombie bien sûr résiste, mais il y a quand même une avancée vers ça. Et c'est très important, c'est-à-dire que c'est les États-Unis qui ont déjà envahi, je crois, 80 ou 90 fois un pays d'Amérique latine. Si les États-Unis seraient tentés de le faire, il y aurait une résistance unie. Et ils sont tentés de le faire, parce qu'ils ont réactivé l'année dernière la 4e flotte des États-Unis, qui avait été active au moment où il y avait une bataille contre l'Allemagne pour le contrôle des marchés de l'Amérique latine. En 50 ou 53, je crois, les États-Unis ont dit bon, on contrôle bien l'Amérique latine, on n'a plus besoin de cette flotte, elle a été recyclée ailleurs. Et maintenant, ils viennent de réinstaller la flotte. Et ils ont mis à la tête de la flotte un amiral qui a fait toute sa carrière dans les forces spéciales. Et c'est quoi les forces spéciales? C'est les forces qui font des débarquements dans des pays pour aller renverser un président qui est gênant ou aider un coup d'État ou de sais-je. Donc c'est clairement une flotte qui est là comme un canon pointé sur l'Amérique latine. Et d'ailleurs, il y a des textes que je cite dans le livre de stratèges et de généraux des États-Unis qui disent voilà, il y a 2 grands dangers en Amérique latine, c'est les narcotrafiquants et le populisme. Clairement, l'armée des États-Unis dit dans ces textes qu'ils doivent intervenir pour le libéralisme, contre le populisme. Il y a tous les documents qui sont là. Voilà. Ça, c'était les points que je voulais vous mentionner par rapport à cette expérience de Chavez, et on va conclure. Pour résumer, les points sur lesquels j'ai insisté sont le fait que Chavez doit réparer, doit rattraper 5 siècles de pillage, 5 siècles de vol des ressources d'exploitation de la main-d'œuvre et de dépendance coloniale. Et c'est ça le défi, et c'est pas simple du tout. Et donc on ne peut pas juger un président ou même un peuple. Est-ce qu'on peut changer ce genre de situation en 3 ans, 5 ans? Ça va prendre au moins une génération, mais l'important, c'est que ça va dans le bon sens. L'important, c'est qu'ils ont tenu tête aux multinationales pétrolières, ils ont récupéré la souveraineté sur le pétrole. Avec ça, on obtient des résultats contre la pauvreté. Vous savez, le nombre de pauvres dans le monde, en dépit de toutes les promesses et merveilleuses déclarations, il n'arrête pas d'augmenter. Plus il y a des discours de Noël, plus il y a des pauvres dans le monde. Le nombre n'arrête pas d'augmenter. Et en fait, ces gens, c'est pas qu'ils s'y prennent pas comme il faut ou que ça va prendre du temps, c'est qu'ils ne veulent pas. On est dans un système où il faut qu'il y ait des pauvres, où il faut qu'il y ait la peur de tomber dans la pauvreté, pour que ceux qui ont un travail, pour combien de temps, acceptent ce travail à n'importe quelle condition. Donc on est dans un système qui prétend lutter contre le chômage, mais qui lutte le produit et l'entretien, et la pauvreté avec. Donc c'est contre toute cette logique-là que Chavez veut travailler. Évidemment qu'il affronte les multinationales pétrolières qui sont, ça je l'ai traité, on peut en parler éventuellement, qui sont en réalité un gouvernement de l'ombre par rapport au système dans lequel nous vivons. Mais en tout cas, Chavez, par rapport à ça, on peut dire qu'il a entamé des travaux d'Hercule. Il s'agit de créer une nouvelle économie, de créer une véritable démocratie, de créer aussi un système d'information, j'en ai pas parlé, mais c'est une tâche très importante, parce qu'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'information valable, s'il n'y a pas de participation des gens à l'information et à la prise de décision. Et, comme je l'ai dit, toute cette politique pour unir l'Amérique latine, pour unir un front de résistance par rapport aux dangers des États-Unis. Voilà, au fond, les 7 péchés d'Hugo Chavez. Mais en matière de conclusion, je voudrais dire que, évidemment, le péché majeur de Chavez, c'est le pétrole, en ce sens qu'il a montré, dans la pratique, que si on emploie l'argent du pétrole d'une autre manière, ça change tout. Et cette leçon-là, elle vaut aussi pour le Moyen-Orient. Pensez à ce Moyen-Orient, où vous avez des cheikhs arabes qui construisent des tours de 500, 600, 700 mètres, que sais-je, dans lesquels il y a des hôtels pour super richards, vous payez simplement 20 000 € la nuit pour une suite, 20 000 € la nuit, et pendant ce temps-là, au Caire, qui est une ville de 20 millions d'habitants, tous les jours, il y a 2000 personnes qui arrivent, en général de la campagne, qui sont ruinées, qui arrivent au Caire, qui n'ont pas de travail et qui vont vivre dans la misère.